Retour sur le plateau du Club Le Châtelier. Regardez cette carte qu'on vous a préparée. Des attaques massives, une fois de plus, sur le territoire ukrainien. C'était aux alentours de 14h quand on a commencé à recevoir les premières images. Tout le territoire, excepté évidemment le Donbass et le pourtour de la mer en bas du côté de Mariupol, de la mer d'Azov. Il n'y a plus d'électricité en Moldavie. Ailleurs, des explosions, des coupures d'électricité, des coupures d'eau également. Tout cela juste après le vote du Parlement européen, un vote qui a qualifié la Russie d'État promoteur du terrorisme, ce qui ouvre évidemment une question. Est-ce que cela légitimerait peut-être le fait que l'Europe veuille intervenir, par exemple, puisque une intervention contre un régime terroriste, on l'a déjà fait. Alors on sait que l'Europe de la défense, on n'en est pas encore là. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, à Kiev, il y a au moins 3 morts, 6 blessés. Des frappes un petit peu partout sur le territoire. Et puis alors, si on va à l'est, vous voyez la ville de Soumy, là, qui était sur la carte. À quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière, il y a la ville russe de Belgorod. Alors cette ville, on en parle assez souvent depuis le début de l'invasion parce que des infrastructures logistiques russes subissent assez fréquemment des tirs et qui sont d'ailleurs attribués par Moscou à l'armée ukrainienne. Il y a encore eu 3 morts ces derniers jours, Nivin Potros, mais l'Institut pour l'étude de la guerre, le fameux ISW dont on parle très souvent, nous donne de nouvelles informations. Alors effectivement, je vais juste vous resituer sur une carte Belgorod. C'est vraiment, vous le voyez, à la frontière avec l'Ukraine. On n'est pas très loin de Kharkiv, on est à 60 km environ à vol d'oiseau. Et depuis le début de semaine à Belgorod, voilà ce qui a fait son apparition, les fameuses dents de dragon. La ville est en train d'être fortifiée. On le voit sur ces images publiées par le gouverneur de la région. Des tranchées sont également en train d'être creusées. L'alerte jaune, le niveau d'alerte jaune a été décrété dans la région. Alors il faut dire qu'effectivement, la ville elle est souvent bombardée puisque pas plus tard qu'hier, une femme est morte des suites de ses blessures après une frappe qui a eu lieu le 19 novembre dernier. 2 autres personnes sont mortes dans une commune voisine, mais à chaque fois évidemment il s'agit de frappes aériennes. Il ne s'agit pas d'attaques au sol et pourtant vous les avez vues ces images, les Russes sont en train de creuser des tranchées, ils sont en train d'installer des dents de dragon comme si finalement ils pensaient que les Ukrainiens allaient frapper de manière terrestre, comme si les Ukrainiens allaient traverser la frontière. Alors non seulement les Russes le pensent, mais ils le disent ouvertement à la télévision russe. Je vous propose d'écouter cette séquence ahurissante. C'était à la télévision russe il y a maintenant quelques jours. Écoutez. Une attaque est très clairement en train de se préparer contre nous. Peut-être même des attaques qui viseraient à conquérir notre territoire, 1 ou 2 villes dans la région de Belgorod. Les Ukrainiens ont besoin d'un succès frappant et l'Ouest en a envie aussi. Non mais franchement, Nivin, est-ce que cette menace est crédible ? Eh bien non, pas du tout. Selon l'ISW, le fameux institut américain pour l'étude de la guerre, les affirmations russes d'une attaque ukrainienne imminente sur l'oblast de Belgorod sont absurdes et ne visent qu'à effrayer le grand public pour qu'il soutienne la guerre. L'Institut rajoute ceci: l'Ukraine n'a aucun intérêt stratégique à envahir la Russie et aucune capacité à le faire à une telle échelle. Les spécialistes de l'ISW vont même plus loin. Ils affirment que Moscou est en train de préparer une attaque sous fausse bannière dans l'oblast de Belgorod, toujours pour persuader la population russe du bien fondé de cette guerre dans un contexte, on l'a vu, où la Russie subit d'importants revers. Merci beaucoup, Nivin. C'est quand même assez ahurissant. Olivier Védrine, il pourrait aller, alors il l'annonce, aller jusqu'à attaquer en faisant croire qu'ils sont ukrainiens. Ah oui, mais ça c'est usité depuis longtemps dans la stratégie militaire. C'est vieux comme le monde, les manœuvres sous faux drapeau. Mais qui peut croire que les Ukrainiens iraient franchir la frontière ? Ils n'y ont absolument aucun intérêt. C'est la propagande, c'est tout. Les Russes. Oui, les Russes, pas les autres. Justement, ceux qui sont dans la bulle d'information du gouvernement russe, ceux-là peuvent éventuellement être sensibles à ce type de... Ça veut dire qu'il a quand même besoin de convaincre. Et sont arrivés dans les écoles pour les enfants, des manuels scolaires, donc vraiment pour les enfants de l'école primaire, intitulés « Comment gérer un quotidien menaçant ». Donc la volonté, là encore, effectivement, de la propagande et du lavage de cerveau des plus petits aussi.
Ceci dit, ces bombardements sur Belgorod que les Ukrainiens ne reconnaissent pas, mais qui ont parfois effectivement la signature des Ukrainiens, ils sont quand même un problème pour les Russes. Je veux dire, Belgorod, c'est un nœud très important pour les Russes. Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce que ces frappes arrivent. Si elles arrivent près des centres de commandement ou de logistique de l'armée russe qui se trouvent là, et on sait, comme vous l'avez dit, que c'était un nœud stratégique pour eux, alors on peut croire que ce sont les Ukrainiens. Si ça tombe comme ça sur des infrastructures, alors là, c'est destiné effectivement à mobiliser davantage la population russe pour accepter d'envoyer encore plus de gens en chair à Avoir canon. l'idée d'aller taper sa propre population civile pour mobiliser sa propre opinion publique, c'est quand même assez délirant, non ? Il y a eu des vraies frappes quand même ukrainiennes sur Belgorod. Oui, ce qu'on disait sur les infrastructures. Après, c'est vrai que peut-être que le pouvoir russe essaye de monter effectivement une menace pour justifier, parce qu'on parle d'une mobilisation qui serait renforcée, après la mobilisation partielle qui avait déjà été décidée au mois de novembre. Peut-être aussi que ça fait du bien de montrer qu'il y a eu des frappes ukrainiennes pour justifier la salve de missiles qui repart sur l'Ukraine. Donc ça doit faire partie de la guerre de communication de la Russie. Ça a déjà été utilisé pour la Tchétchénie, pour lancer la deuxième guerre contre la Tchétchénie, les opérations sous faux drapeau. Et c'est comme ça que Poutine a déclenché son second conflit. Oui, c'est ça, en montant sur le... Donc ça ne m'étonnerait pas, non. Une précision, puisqu'on parlait des frappes massives du jour, il y a 3 centrales électriques en Ukraine qui ont été déconnectées. Là, on attend d'avoir un peu plus d'informations parce que pour le moment, on n'en a pas. 3 centrales nucléaires ukrainiennes déconnectées du réseau électrique après les frappes russes. C'est l'opérateur qui nous le dit. Dès qu'on a un peu plus d'infos, je vous le donne, évidemment. Alors, c'est vrai que les Russes sont sous pression notamment en Crimée. Ça, on en parle depuis plusieurs jours, de la Crimée. La péninsule, elle a été visée par une attaque de drone hier. Manifestement, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts côté russe, de ce qu'on nous en dit, mais on sait que le but des Ukrainiens, c'est notamment d'affaiblir la flotte russe qui est dans la zone, et notamment dans la zone de la mer Noire, évidemment. Le gouverneur russe de la zone s'est adressé aux habitants. Alors, aucune infrastructure civile n'a été endommagée, dit-il. Restez calme. Alors, Jérôme Garraud, vous qui avez passé du temps en Crimée, vous êtes maintenant du côté de la Russie, mais vous qui avez passé du temps en Crimée jusqu'à hier, ils sont stressés, les habitants, ou pas ? Oui, alors nous, on réalisait un reportage pour TF1 et pour LCI sur la manière dont la guerre se rapproche un petit peu de la Crimée après le retrait des troupes russes de Kherson. Et quand on fait ce genre de reportage, naturellement, on interroge un petit peu les habitants dans la rue pour avoir leurs sentiments. Alors ça n'a pas valeur de sondage, mais c'est quand même intéressant. On avait bien quelques personnes qui nous disaient être inquiètes qu'un missile tombe, mais très franchement, dans l'immense majorité des réponses, c'était plutôt des gens sereins qui nous disaient « nous habitons dans une forteresse, l'armée russe nous protège ». Et d'ailleurs, ça fait partie de la communication du gouverneur, des autorités locales, qui annonçait là que tous les drones ont été abattus sans faire de dégâts, sans faire le moindre dégât. Alors, pas de dégâts, Jérôme. Après, vous êtes parti depuis en Russie et vous avez donc emprunté le fameux pont de Kerch. Il est dans quel état ? Oui, alors nous, on est arrivé en Crimée, on est parti de Donetsk en fait. On a pris la route, on a pris la voiture, on a traversé tout le sud de l'Ukraine et nous sommes arrivés en Crimée en passant par l'oblast de Kherson, donc par le nord. On a tourné nos reportages et nous sommes repartis par l'est, par le pont de Kerch dont vous parlez. La circulation était plutôt bonne et on était surpris de voir à quelle vitesse avancent les travaux. On a vu des dizaines d'ouvriers, de machines, de soudeurs. On a d'ailleurs tourné quelques images depuis la voiture qu'on vous a envoyées pour LCI. La sécurité du pont a aussi été renforcée. Et d'ailleurs, maintenant, c'est le FSB qui contrôle les entrées, les sorties sur le pont. Donc vous voyez, ça en dit long sur l'importance stratégique de ce pont pour la Russie pour amener du matériel et de l'armement vers la Crimée et donc vers le front. Jérôme Garraud avec Michael Merle depuis la Russie. L'importance stratégique, nous disait Jérôme, c'est évident puisque c'est ce pont qui relie la Crimée à la Russie. Et c'est tellement stratégique qu'il tente d'ouvrir une nouvelle voie maritime, Nivine. Effectivement, puisqu'en fait, les Russes, ils sont en train de réaliser que finalement, la Crimée, c'est loin d'être une forteresse imprenable. Puisque d'abord, l'ouest et le nord de la péninsule, notamment aux abords de la ville d'Armiansk, ils sont tout simplement à portée d'HIMARS. Alors forcément, les Russes, ils doivent trouver d'autres options s'ils veulent continuer à utiliser la Crimée comme base arrière pour ravitailler ensuite l'ensemble du sud de l'Ukraine. Alors évidemment, ils n'ont pas que la partie ouest de la Crimée
Crimée qui peut atteindre le reste de l'Ukraine. Ils peuvent également passer par l'ouest. Ils ont une route pour ce faire, mais cette route, eh bien, elle comporte un pont. Or, on l'a vu avec le pont de Kerch, eh bien, ce sont des édifices extrêmement vulnérables. Il faut donc trouver un itinéraire bis. Et eh bien, les Russes, ils l'ont peut-être retrouvé avec ce tout petit bout de terre, cette toute petite ligne, c'est la flèche d'Araba, c'est un cordon littoral. Alors si on zoome dedans, ça ressemble à ceci, vous le voyez, ce n'est pas très grand, c'est environ à 8 km de large, 100 km de long, et cette flèche, eh bien, elle comporte des routes, elles sont comme ceci. Alors elles sont praticables pour des véhicules, mais pas forcément pour des véhicules lourds, pas non plus pour des blindés ou pour des camions qui seraient pleins de ravitaillement pour ensuite approvisionner le sud de l'Ukraine. Et selon plusieurs médias locaux, eh bien, les Russes seraient tout simplement en train d'élargir cette voie, élargir cette route pour que les blindés puissent y passer aisément. Ce serait évidemment une voie d'accès royale, puisque si vous le voyez, cette route, elle est plus large. Les véhicules pourraient aisément, eh bien, ensuite aller dans l'ensemble du sud de l'Ukraine, rejoindre aisément par exemple la ville de Melitopol. Mais là aussi, cette voie qui semble royale, elle comporte un problème majeur. On l'a déjà évoqué dans la flèche d'Arabat. Il y a là aussi des ponts. Il y en a au moins 2. Vous le voyez, on les a repérés, on les a entourés sur cette photo satellite. C'est-à-dire que si les Russes, ils veulent continuer d'emprunter cette nouvelle voie, ce nouvel itinéraire, eh bien, ils vont devoir là aussi sécuriser leurs ponts. Peut-être qu'ils sont en train de le faire, c'est ce qu'affirment en tout cas plusieurs médias ukrainiens, grâce à l'aide notamment d'anciens habitants de la région. Voilà les dernières informations dont on dispose, mais ça montre bien en tout cas que les Russes, ils prennent cette menace très au sérieux. On en parlait déjà, souvenez-vous, la semaine dernière, des tranchées ont été creusées aux abords de la ville d'Armiansk. On a également vu des dents de dragon, et puis ce matin, on a appris qu'une partie de la flotte russe qui se trouvait à Sébastopol, eh bien, elle a été déplacée direction le port de Novorossiysk. Preuve effectivement que les Russes ont bien compris que la Crimée, elle n'était pas si invulnérable que ça. Et oui, évidemment, merci beaucoup Nivine Potros. Oui, le port de Sébastopol, il a déjà été touché. Oui, tout à fait. Il a déjà été frappé, on s'en souvient, par des drones navals de surface d'ailleurs. Il y a eu 2 opérations qui ont eu lieu. C'était il y a à peu près un mois ou un peu plus. Moi, je crois que derrière ces actions ukrainiennes, il y a un intérêt politique, c'est de montrer que la reprise de la Crimée, c'est à prendre au sérieux. Et d'ailleurs, on vient de nous dire que les Russes le prenaient au sérieux. Et là, il y a un intérêt aussi militaire qui est que en montrant que l'action peut se passer là, ça empêche les Russes de se fortifier dans le Donbass. Voilà, c'est ça aussi. Donc ça tire des forces vers le sud, et moyennant quoi, ça permet à ceux qui combattent à Bakhmout peut-être de subir moins de pression. C'était l'idée qu'ils avaient eue d'ailleurs au sujet de Kherson, si je ne m'abuse, Olivier, parce qu'ils nous avaient dit au début, ils nous avaient promis une grande contre-offensive à Kherson. On se souvient, les Ukrainiens, en disant on va attaquer, on va mobiliser 1 million d'hommes, etc. Et puis on a attendu, et en fait c'était pour aller récupérer Kharkiv. Là, il serait peut-être aussi avec la volonté dans l'absolu de récupérer la Crimée, mais l'idée première serait de fixer effectivement un maximum de Russes à cet endroit-là. Moi, je pense qu'ils utilisent le côté symbolique de la Crimée, effectivement, pour déplacer les troupes russes, pour défendre la Crimée. Et c'est un double jeu. C'est-à-dire que les Ukrainiens font comme ça pour bien mettre la pression en disant, voilà, bon, la Crimée, ça demeure notre objectif. Et aussi, pour autre tactique, là, de ce côté-là, c'est donc d'alléger les forces russes, là où effectivement, ils font leur offensive et leur attaque. C'est finement joué de la part des Ukrainiens, et politiquement, c'est extraordinaire, puisque ça met la pression sur les Russes en rappelant que la Crimée est ukrainienne. Oui, et puis les Russes n'ont pas d'autre choix que Maxime Lefebvre que de s'y préparer, même s'ils n'y croient pas complètement à cette offensive imminente, ils ne peuvent pas faire autrement. Oui, ils sont sur la défensive un peu partout sur l'ensemble du front, mais ce qui est aussi évoqué souvent, mais parmi les spécialistes militaires, mais c'est l'éventualité d'une offensive plutôt vers l'est, en fait, à l'est du Dniepr,
à l'est de Zaporizhia, où là, effectivement, on peut imaginer que même à la faveur de l'hiver, il pourrait y avoir des mouvements ukrainiens. Ne surestimez pas l'hiver, les Ukrainiens se battront cet hiver. Faut pas, ils se sont battus à partir non, parce que là, les gens parlent de l'hiver, d'ailleurs. Non, mais l'hiver, là, on n'est plus dans. C'est pas l'armée napoléonienne ni l'armée allemande. Ce sont des gens qui sont habitués à ce style de température et qui peuvent se battre. Je vous rappelle que la Finlande s'est battue contre l'URSS en plein hiver et que les Finlandais ont gagné. Donc voilà, l'hiver, ça ne changera rien aux offensives. Et quand les Russes ont attaqué au mois de février, il y avait de la neige, de la glace. Voilà, donc l'hiver, oublié. C'est plus compliqué à la limite au printemps lorsque ça dégèle. Ah, c'est là. Alors là, c'est là-bas. Après, sur ce territoire de la Crimée, qui est un territoire bouleversé depuis le début de son existence, en réalité, parce qu'il y avait qui était grec, romain, byzantin, puis russe, turc, voilà. Bon. Et en 97, lorsqu'il y avait le traité d'amitié à cette époque-là entre l'Ukraine et la Russie, il y a eu une occupation militaire, 15 000 hommes russes, 10 000 hommes ukrainiens. Enfin, faut pas l'oublier non plus. Mais après, au regard de la communauté internationale, ce territoire-là me fait peur parce que les Américains sont frileux concernant les invasions, en tout cas l'offensive ukrainienne de la Crimée. C'est la question purement technique que j'allais poser au général. Les Américains ont toujours dit on ne vous fournira pas des armes qui pourront atteindre l'autre bout de la Crimée parce que... Alors, on peut en discuter, c'est peut-être contestable. Au titre du droit international, la Crimée, elle est ukrainienne, et ça se discute pas. Bon, voilà. Comment ils vont faire, effectivement? C'est pas avec 3 drones navals qu'ils vont réussir à faire tomber Sébastopol. Certainement pas, mais les Ukrainiens, faut pas oublier qu'ils se sont renforcés énormément en matériel, venant de différents pays, en particulier des États-Unis, bien entendu, et ils en font un usage... de mon point de vue, étonnant d'efficacité. Oui. Parce qu'au départ, je me disais, c'est bien que tous les pays fournissent un peu de leur armement, mais enfin, ça va faire un patchwork, si vous voulez, très, très difficile à rendre interopérable. Oui. Or, ils nous démontrent que ce n'est pas une difficulté pour eux. Ils utilisent chaque HIMARS pour une cible qui est prévue pour, et chaque César... Exactement. Donc, toute frappe ukrainienne, les Ukrainiens savent très bien qu'ils sont en infériorité en ce qui concerne le matériel et les munitions, mais ils les utilisent, j'allais dire, avec beaucoup plus de pertinence, beaucoup plus d'efficacité. Donc on compense là le défaut quantitatif par un avantage qualitatif bien exploité. Vous voyez. Donc, vous parlez de défaut quantitatif. Moi, je me souviens, au tout début, les Russes avaient mobilisé, alors de mémoire, 150, 200 000. Oui, entre 150 et 180. Oui. Ils en ont remobilisé 300 000 à peu près en septembre. Les Ukrainiens disent qu'ils ont mobilisé 1 million d'hommes depuis le début. Donc, en fait, la supériorité numérique, elle est du côté des Ukrainiens aussi. En ce qui concerne les personnels. Oui. Mais le matériel, non. Ah oui, les moyens d'artillerie en particulier, les avions, si vous faites le ratio, il y a des différences considérables. Les Russes ont une marine, les Ukrainiens n'en ont plus. Et donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels les Ukrainiens sont quand même dépourvus. Après, il va y avoir quand même peut-être aussi un autre problème auquel les Ukrainiens vont être confrontés, Maxime Lefebvre, si d'aventure ils arrivaient en Crimée, c'est qu'effectivement, comme le disait Rachel Kahn, ce territoire, il a une histoire extrêmement tourmentée, et qu'en Crimée vivent aussi désormais, et notamment depuis 2014, des Russes qui sont venus de Russie et qui ont acheté des appartements, des résidences secondaires en Crimée. Il y a beaucoup d'Ukrainiens de Crimée qui sont partis. Enfin, je veux dire, la population n'est pas forcément acquise à la cause des Ukrainiens, là. Oui, enfin... faut se souvenir que la Crimée, elle a été rattachée à l'Ukraine par Khrouchtchev en 1954, et que c'était un territoire qui faisait partie géographiquement de la Russie et qui était quand même plutôt de population russophone russe. Donc c'est vrai que, et c'est probablement aussi pour ça qu'en 2014, quand il y a eu ce coup d'État qui était organisé, la Crimée, elle a basculé finalement sans beaucoup d'effusion de sang. Donc ça, c'est quand même des éléments, à mon avis, dont il faut tenir compte. Mais la position officielle des pays occidentaux, ça reste quand même de dire on veut restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Peut-être aussi parce qu'à un moment donné, s'il devrait y avoir une négociation, tout doit pouvoir être utilisé comme monnaie possible d'échange. Au fond, c'est ça, et tout le monde le sait. Ce sera la Crimée le point de négociation. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a accepté. Les Ukrainiens, en tout cas, ne l'ont pas accepté, ça c'est clair. Et même, je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt des pays occidentaux de commencer à dire ça. Surtout qu'on a aussi, quelque part, un objectif aussi indirect dans cette crise,
alors qui est peut-être pas recherché par tous les alliés au même niveau, mais qui est d'affaiblir Poutine, donc pour réduire sa capacité d'agression, peut-être provoquer des changements. Donc, si vous voulez, dans tout ça, on ne va pas dire aujourd'hui que la Crimée est russe. Ouais, moi, j'ai l'impression que la reconnaissance aujourd'hui, par le Parlement européen de cette résolution, en consacrant la notion de terrorisme sur la Russie, ça va peser aussi dans les négociations. C'est-à-dire cette notion de reconnaissance, de reconnaître en fait que sur ces bombardements-là, ils ne correspondent pas au droit de la guerre et donc que sur la Crimée, justement, il faut peut-être... Oui, mais il faut faire attention parce que je pense qu'il y a des choses qui sont bien établies en droit international, c'est le droit humanitaire international, les bombardements indiscriminés, etc. Ça, ce sont des notions qui sont établies. Mais qualifier un État de terroriste... Ça veut dire qu'il ne répond pas aux règles du droit international. Oui, mais en droit international, si vous n'avez pas beaucoup de droits positifs sur cette question-là. Mais en tout cas, sur la riposte. Et donc, en fait, et puis souvent, les mouvements terroristes, la nature du terrorisme, c'est un instrument asymétrique. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en position de faiblesse et qui utilise le terrorisme comme une arme pour pouvoir atteindre des objectifs politiques. Bon, il y a un peu d'asymétrie dans la manière dont les Russes font la guerre, mais là, on est dans une guerre qui utilise les bombardements. Ça a été utilisé aussi dans d'autres guerres. Alors, un petit rectificatif, là. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution, j'y étais. Ce n'est pas un coup d'État. La Crimée ? De quoi parlez-vous ? Non, je parle vous avez parlé en 2013-2014 du coup d'État. Non, en Crimée. En Crimée. Je parlais de la Crimée. Parce que donc oui, parce que. Oui, non, je parlais pas du coup d'État ukrainien, rassurez-vous. Non, c'est une révolution. j'ai un peu obsédé par ça, mais voilà, les mots, les termes. Quand on discute avec les Américains et quand on discute avec quelques experts mais surtout les Américains, et je me rappelle, c'était sur votre antenne ici, on a interviewé un ancien ambassadeur US qui a dit, voilà, résolution pour l'Ukraine, très bien. Et alors, on lui a posé la question pour la Crimée. Il a dit, pour la Crimée, ça sera à part, on verra plus tard. Et il y a véritablement une frilosité de la part des Américains par rapport à la Crimée. Ça avait d'ailleurs été évoqué tout au début de cette invasion, le sujet de la Crimée, en disant peut-être que la Crimée, on pourrait en reparler dans une quinzaine d'années. Pour l'instant, statu quo, ça avait été évoqué tout au début. Quand je discutais avec l'ancien responsable du renseignement ukrainien, l'ancien directeur du SBU, général Igor Smechko, je lui dis, mais pourquoi vous n'êtes pas intervenu dès le départ quand ces petits hommes verts sont arrivés ? Et ils ont eu des pressions. Et je dis, quelle pression ? Pas de réponse. Voilà. Alors justement, puisque vous parlez des renseignements et de la CIA, on va en parler dans une seconde. Juste après le journal de Magali Lunel, on va revenir sur la CIA qui veut recruter des Russes. Jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. La différence, c'est qu'ils le disent, ils l'assument et ils le clament haut et fort. Ils font de la pub quasiment pour pouvoir recruter des agents russes. Alors on va reparler de tout cela. Et dans le journal de Magali, l'info que vous avez vu s'afficher en bas de votre écran, une Française a été désignée. Vous savez, en ce moment, on est en train de recruter les futurs astronautes. Une Française a été choisie par l'ESA. Cette Française, elle s'appelle Anne-Sophie Adenau. Elle a 41 ans. Elle est mère de famille et Jean-François Clairvoy la connaît très bien. Donc il sera avec Magali dans le journal dans une seconde. A tout de suite. Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. L'entrée de Kherson, vous le voyez juste derrière moi. Les fameux checkpoints, ces points de passage militaires ont été resserrés. Il est donc très difficile de les passer en tant que journaliste. On vous demande maintenant de vous éloigner car après cette frappe, tous redoutent bien évidemment une riposte de l'armée russe. Il y a en ce moment même des combats entre soldats russes et soldats ukrainiens. Une fois arrivés sur place, les militaires